Salut à toutes et tous, moi c'est Margot, détective autoproclamée en prévention du risque. À mes côtés, vous allez mieux comprendre, et moi aussi, comment la recherche nous aide à limiter les risques dans notre vie quotidienne. Vous allez aussi découvrir de super projets soutenus par la Fondation Maïf, une fondation reconnue d'utilité publique. Dans ce podcast, c'est une sorte d'enquête que je mène et pour ça, je m'entoure à chaque épisode d'une équipe de rêve pour ne rien laisser au hasard. Enquête de prévention, un podcast de la Fondation Maïf. Au cœur d'un incendie de batterie lithium. Pardon, excusez-moi. Attendez madame, s'il vous plaît, vous pouvez pas entrer ici. Non, mais là. en fait... Non mais il y a un incendie là. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Vous pouvez pas entrer. Ah, c'est bon, laisse-la passer avec moi. Très bien, commandant. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Salut Mathieu. Salut Margot. Bon alors, on va voir si t'as bien révisé. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ça sent la fumée. Ok, mais encore? Il y a une odeur un peu chimique, de la suie très poisseuse sur les murs et sur la porte du garage, enfin ce qu'il en reste. Je dirais que l'objet calciné là, qui est juste devant nous est à l'origine de l'incendie. Pas mal. Et d'après toi, tout risque est écarté? Je dirais que oui. Eh bien, ça dépend de ce qui a pris feu. Quelques heures plus tard. Ah, salut Benoît. Salut Margot. Alors, je te fais le topo. Il y a 12 heures, il y a un incendie qui s'est déclaré dans le garage là, de cette habitation. Alors, il semblerait que ce soit une trottinette électrique qui soit à l'origine du feu. Est-ce que tu veux bien lire dans les cendres pour nous? Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez pu extraire la batterie? Ouais, tiens. On observe une fusion claire de l'aluminium sur l'électrode positive, une dégradation partielle du cuivre sur l'électrode négative, une éventration dégodée dans cette partie de la batterie. Attends, je comprends rien là, ça veut dire quoi? Là, il n'y a pas de doute. Il y a eu un emballement thermique. Ok, je vois. Allô, Thomas, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce qu'est l'emballement thermique en mode, tu sais, l'emballement thermique pour la nulle quoi? Ouais Margot, c'est super simple. L'emballement thermique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout une réaction de combustion, sauf qu'elle va aller très vite et ça va créer des explosions et des projections. Ok, super, merci. Ouais, Benoît, Mathieu, je suis d'accord avec le diagnostic de Benoît. Hein. Je t'avoue que l'explosion de la porte du garage, je fais de me convaincre. Maintenant, ça me pose quand même pas mal de questions. Tiens, comment on se retrouve? Mathieu, tu as retiré le casque de pompier pour enfiler un casque audio cette fois-ci. Alors, je te présente officiellement. Mathieu Bertrand, sapeur-pompier, référent du domaine incendie de structure de Maine-et-Loire et animateur du réseau des formateurs incendie de sapeurs-pompiers de Bretagne et Pays de la Loire. C'est long, mais je n'avais pas le choix. À côté de toi, il y a Benoît Turbet, ingénieur en solutions batterie lithium-ion, et Thomas Rogaume, professeur à l'université de Poitiers, chercheur sur la sécurité des batteries. C'est cool de se retrouver autour d'une table, quand même. Oui. C'est plutôt sympa. Alors, on est sûrement de piètres comédiens, mais on est d'accord que la scène que l'on vient de vivre, donc une trottinette électrique qui prend feu dans un garage, elle est tout à fait crédible. Elle est très crédible et plus que probable. Ouais, ça arrive souvent. Oui, on peut le dire. Enfin, je parle sous le contrôle de mes camarades, mais oui, on en fait de plus en plus. Et le problème, d'après ce que j'ai compris, c'est difficile, en tout cas, d'éteindre la source de l'incendie. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots là-dessus en tant que pompier? Alors sur le risque trottinette, à la rigueur, quand nous on arrive, en fait, la trottinette a totalement brûlé, donc il n'y a plus de sujet. La question qui va se poser, c'est quand elle n'a pas totalement brûlé et qu'on souhaite l'éteindre, on n'est jamais sûr que l'extinction en fait est réalisée. Est-ce que c'est un peu comme le gâteau d'anniversaire avec les bougies magiques qui ne s'éteignent pas? En quelque sorte, mais avec des délais de rallumage qui sont plus importants que le gâteau d'anniversaire. Mais moins de postillons. Quoique. Ça change quoi, justement, pour un pompier, un feu lié à une batterie lithium-ion? Alors encore une fois, ça dépend de la taille de la batterie. Pour des batteries domestiques type téléphone, aller jusqu'à trottinette, vélo, ça ne change rien pour nous. Parce que globalement, quand on arrive sur un feu totalement déclaré, on est sur un feu de local, donc c'est un feu d'infrastructure ou de structure habituelle. La question, c'est sur la multiplicité des batteries, plusieurs trottinettes, plusieurs vélos. Là, ça commence à être compliqué parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher,
l'extinction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est réalisée, mais il y a un risque de réallumage. Un peu embêtant, effectivement. Alors, je pense que ce serait bien quand même que l'on revienne un tout petit peu en arrière et que l'on fasse le point sur la batterie lithium-ion. C'est quoi, Benoît, en fait, une batterie lithium-ion ? Alors une batterie, par abus de langage, c'est une batterie d'accumulateurs. Donc c'est plusieurs accumulateurs qui sont assemblés ensemble et qui sont en général protégés par une carte électronique qu'on appelle le BMS, qui va surveiller la charge et la décharge et autoriser la charge et la décharge dans les mesures où c'est autorisé de manière sécurisée pour la batterie. Elles sont assez incroyables quand même, ces batteries, parce qu'elles sont partout, parce que justement, elles sont très pratiques. Très pratiques parce qu'elles sont très denses en énergie. Et donc elles sont compactes, légères, mais c'est cette densité d'énergie qui en fait leur dangerosité. Parce que qui dit forte densité d'énergie, dit forte réaction en cas d'événement de sécurité, donc d'emballement thermique. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait obtenu un prix, la batterie lithium-ion, enfin, des inventeurs, pas n'importe lequel, puisque c'était le prix de Nobel de chimie en 2019. Elle est où ma tablette pour faire des dessins ? Ce qui est un peu angoissant quand même, c'est qu'effectivement, elles sont partout, même dans les jouets de nos enfants. Pour ne pas céder à la panique, que fait-on ? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, le Père Noël a apporté 2 petites tablettes pour faire des dessins. Là-dedans, je suppose que je n'ai même pas vérifié, mais j'imagine qu'on trouve des batteries lithium-ion dans ce genre d'objet. Ah oui. Oui, maintenant elles sont partout, mis à part les équipements, les jouets dans lesquels on rajoute les fameuses piles AA ou AAA. Mais sinon, toutes les batteries embarquées dans des équipements sont du lithium maintenant. Alors justement, d'après une étude de la Fondation Maïf pour la recherche qui a été réalisée en 2024, en moyenne, en France, on trouve dans chaque foyer plus de 15 objets équipés de ces batteries. C'est quoi ces 15 objets ? Dans ces 15 objets, on va retrouver les téléphones portables, on va retrouver les tablettes, on va retrouver tout ce qui est électroportatif, notamment en termes d'outillage. On a les ordinateurs portables. On peut avoir des objets de soins, je pense aux rasoirs électriques, aux sèche-cheveux, etc. Et on continue à produire de plus en plus de batteries, à les installer dans de plus en plus d'usages. Elles se sont développées aussi parce que le filaire, finalement, on a dit stop. On en avait marre de tout ce qui était filaire. En effet, et ça revient à cette notion de nomadité et de commodité également, puisqu'on ne va plus faire de nœud au fil, on n'a plus à le connecter, on n'a plus à se prendre dedans. Et ça permet donc une liberté de déplacement, d'usage qui est beaucoup plus pratique. Alors là, ça fait une dizaine d'années qu'on recense quand même pas mal d'incidents liés à ces batteries. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'objets avec batterie ou parce que ces objets justement sont vieillissants ou les deux ? Je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est qu'il y a de plus en plus d'objets, donc on augmente de plus en plus la probabilité d'emballement thermique. Et ces objets, en vieillissant, vont augmenter eux-mêmes leur propre risque intrinsèque de partir en emballement thermique. Alors l'emballement thermique, on peut peut-être revenir là-dessus. L'emballement thermique, c'est un court-circuit interne à l'accumulateur, donc la brique de base de la batterie. Et ce court-circuit génère un auto-échauffement de cet accumulateur qui peut aboutir à une production de gaz chaud, voire de feu. Et donc c'est ce fameux emballement thermique où on parle d'emballement parce que c'est la chimie qui s'auto-échauffe et qui va provoquer ces fumées et ces feux. Et une fois qu'il y a emballement thermique, en tant que pompier, ça veut dire que là, c'est la phase qu'on redoute parce qu'on ne peut plus maîtriser ou non, il n'y a pas forcément de rapport ? En fait, quand il y a l'emballement thermique, il y a feu. Donc en fait, après, c'est parti. Mais un feu particulièrement important ? C'est un feu qui dégage des puissances importantes. Ouais. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Soit la batterie est isolée, il va brûler, c'est terminé. Par contre, en général, cette batterie-là est dans un local, ou pire, dans une chambre. Et là, il y a un risque de propagation et de développement du feu. Là-dessus, il y a des recherches d'ailleurs qui sont menées avec la Fondation Maïf sur ces lieux confinés, les incendies dans ces lieux. Thomas, ça change quoi en fait si une batterie prend feu dans un espace confiné comme un parking souterrain ? Alors en fait, on a l'application parking souterrain, mais on a plein d'espaces confinés. En fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on va libérer des gaz et ces gaz-là, ils ont la capacité de pouvoir s'enflammer ensuite et pouvoir dégénérer vers une explosion. Et puis la combustion qui peut prendre place ne va pas être complète. Ça veut dire qu'on va produire à travers cette combustion tout un tas de gaz qui restent combustibles, inflammables. Et donc, on peut avoir des situations dramatiques d'explosion dans ces espaces confinés. Moi, j'ai pu voir des vidéos où on voyait, ça faisait comme des petites explosions qui partaient, qui revenaient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors ça, c'est ce qui se passe à l'échelle de la batterie en tant que telle. Donc quand on va voir par exemple un thermal runaway, c'est à l'échelle d'une cellule. Un Et une emballement batterie, thermique. ce sont plusieurs cellules les unes à côté des autres. Et la première cellule qui va dégénérer, on va avoir cette petite explosion qui peut apparaître. Ça va aller impacter la cellule qui est à côté, la cellule qui est à côté, et encore la cellule qui est à côté, jusque pouvoir brûler tout le pack de batterie. C'est cet enchaînement de petits bruits et d'explosions que l'on peut avoir. Et puis parfois, ce n'est pas cellule par cellule, mais c'est une multitude de cellules qui vont partir en même temps. Et là, en fait, on a une plus grosse explosion qui peut se traduire donc par des champs thermiques très élevés, par un champ de pression, également par la projection de particules. Et cette projection de particules, c'est un phénomène très dangereux, vecteur notamment des effets dominos et la propagation du feu. Mathieu, t'es déjà intervenu sur ce genre d'incendie ? Sur des feux de parc de stationnement couvert, oui, avec une évolution, comme l'a souligné Thomas, des puissances de feu dégagées. Nos équipes, nos binômes, puisqu'ils interviennent en binôme, ne peuvent pas s'approcher en fait, puisqu'ils risquent en fait, de recevoir des projections et d'être blessés. Donc en fait, c'est assez compliqué d'aller les éteindre, donc il faut les éteindre à distance. Si on prend les parcs de stationnement couverts construits dans les années 80 et qui sont encore d'actualité, les voitures des années 80, on avait des Renault 12, des Renault 16. Aujourd'hui, une Renault 12, une Renault 16, c'est la taille d'une petite Clio. Ouais. Aujourd'hui, on a des SUV, des grosses voitures. Donc, au-delà de l'aspect risque électrique, c'est que les puissances dégagées par les feux de voiture sont supérieures. Donc, en fait, la dégradation des structures des parcs de stationnement couverts, elle est largement augmentée, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes opérationnels pour engager nos gars et aller faire l'extinction. C'était un incendie de parking souterrain la dernière fois que tu nous as planté pour l'enregistrement de ce podcast ? Non, c'était pas un feu de parc de stationnement couvert, c'était un feu de stockage d'hydrocarbures. Allez, c'est un peu type Lubrizol avec un risque de panache de fumée sur une ville de moyenne importance. Donc voilà. Ça va, tu es excusé. Merci. Sur l'explosion, elle est possible aussi en milieu non confiné, à l'extérieur ? En milieu non confiné, on va avoir deux cas. C'est que les gaz vont s'auto-inflammer au contact de l'air. Et vu qu'on a de l'oxygène qui est présent, on a une combustion qui est beaucoup plus complète. Et donc les gaz qui sortent, eux, ont moins tendance à avoir ce caractère explosif. Donc c'est plutôt en environnement confiné que ce risque est effectif, oui. Ouais, d'où l'important de trouver des lieux, des lieux extérieurs pour charger ces objets, mais c'est pas évident. Où est-ce qu'on les charge, nos objets, pour que ce soit justement dans... Allez, les bons gestes, Mathieu, où est-ce que je charge ma trottinette électrique ? Alors je répondrais, où est-ce qu'on les charge pas plutôt ? Ok, on peut faire dans ce sens-là. On peut faire ça dans ce sens-là, parce que c'est beau. Enfin, c'est plus... Déjà, éviter de les charger dans sa chambre pendant qu'on dort, parce que s'il y a justement un emballement thermique, il y aura de la fumée, donc vous risquez de malheureusement pas vous réveiller. Alors ma voiture ne rentre pas dans ma chambre. Mais là, je parlais des petites batteries. Non, mais souvent, on voit les vélos chargés à l'entrée des appartements. On voit également dans les bâtiments d'habitation collective les vélos qui sont stockés dans les cages d'escalier. La même chose dans les établissements recevant du public. Et ça, c'est pas une très bonne idée parce que s'il y a un départ feu ici, l'ensemble de la cage d'escalier va être impraticable. Et donc, personne ne pourra évacuer. Et je voudrais passer un message en tant qu'ancien préventionniste. On a la charge des fauteuils roulants, des lèvres malades dans les établissements de santé, EHPAD ou hôpitaux, qui sont souvent laissés dans les couloirs. Et le risque de départ feu existe. Et là, dans un hôpital, c'est très compliqué d'aller évacuer les gens. Donc, rappeler aux personnels soignants de ne pas charger dans les circulations des hôpitaux, des maisons de retraite, par exemple. Moi, je vous ai demandé à tous, et j'espère que vous l'avez fait, d'éteindre votre téléphone portable. Le téléphone portable, on est d'accord qu'on l'a dit, dedans, c'est une batterie lithium-ion. Est-ce que ça veut dire que j'ai une bombe à retardement dans ma poche ? Non, pas forcément. Je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est ce que disait Benoît, c'est que ça dépend des usages et on a un certain nombre de choses qui peuvent exposer la batterie à un vieillissement prématuré, voire à un accident de la batterie. Donc typiquement, l'humidité, les températures, notamment les températures élevées, ça peut être des chocs, ça peut être des cycles de charge-décharge qui sont marqués avec une décharge à 0%, une charge à 100%, l'utilisation d'un mauvais chargeur. Voilà, il y a plein de petits gestes qui vont permettre de garantir un vieillissement sain de la batterie, d'éviter qu'on arrive à ce type d'accident. Ça me stresse encore plus parce que si vous saviez le nombre de fois que mon téléphone a connu des chutes, et je pense que je ne suis pas la seule, est-ce que ces chutes à répétition de nos téléphones, ça peut favoriser justement ces accidents ? Oui, bien sûr. Et justement, quels sont les signes avant-coureurs
de cet emballement thermique? On sait déjà que si effectivement il est tombé plusieurs fois, si on a un mauvais chargeur, c'est pas top. Mais est-ce qu'il y a il y a des indices avant? Il y a le gonflement de la cellule. À partir du moment où on voit le... Ça se voit ça? Ah oui, sur des téléphones portables ou des ordinateurs portables, on voit on peut avoir le boîtier qui gonfle, en fait, qui se déboîte même. Ok. Et donc là, en général, il vaut mieux isoler, voire mettre le téléphone dehors. L'échauffement aussi à la charge. L'échauffement à la charge, en fait, quand vous touchez votre téléphone et qu'il est très chaud, là, il faut arrêter la charge et il faut le mettre de côté. Ok. Admettons, je n'ai pas eu ces super réflexes, mon téléphone a pris feu. Qu'est-ce que je fais, Mathieu? Je pense qu'il faut revenir aux bases, en fait. C'est que déjà, le téléphone, c'est de ne pas le charger dans sa chambre quand on est en train de dormir, parce que c'est déjà trop tard pour éviter malheureusement de ne pas se réveiller. Donc revenir avec le fameux réveil mécanique et oublier le téléphone. Pourquoi pas? Ou au moins que le téléphone ne soit pas en charge pendant la nuit. Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est valable déjà pour tous les objets. Tous les objets qui sont à charger, en fait. On y reviendra. D'abord les gestes. Qu'est-ce que je fais? Il a pris feu. Vous sortez, vous évacuez tout le monde, vous appelez les pompiers et nous, on viendra gérer. Et derrière, vous fermez toutes vos portes. Et comme ça, nous, on pourra gérer l'affaire. Il y a un autre souci, c'est les émissions toxiques qui, je crois, sont quand même plus importantes que pour un incendie d'un autre objet, non? Comme tout feu, les fumées sont toxiques. La difficulté, c'est que celui-ci, il n'est pas maîtrisable, en fait, d'emblée. D'où l'intérêt Et en plus, il est très fumigène, d'où l'intérêt d'évacuer la pièce. Mais Thomas, la pollution atmosphérique, elle n'est pas plus importante? C'est quelque chose que je crois que tu as étudié, ça, sur ces objets. En effet, dans le cadre du projet, on étudie les fumées qui sont émises en termes de concentration d'espèces. Projet soutenu par la Fondation Maïf. Et on retrouve des espèces pas forcément habituelles à base de fluor, notamment, qui sont assez dangereux. Et puis, bien sûr, de lithium. Donc, on a une toxicité de fumée qui est très marquée, en effet. Benoît, pourquoi ces batteries ne sont pas infaillibles? Alors, c'est que là, on vient de parler de batteries de grande consommation. C'est-à-dire des batteries qui viennent, pour la plupart, ou même viennent d'Asie. Donc, c'est des batteries pour lesquelles la sécurité n'est pas prise en compte. On peut sécuriser une batterie, mais ça demande un niveau de conception, de compréhension du phénomène et derrière une conception adaptée qui va permettre de maîtriser cet événement et éviter sa gravité. Donc c'est là où c'est important. On peut le faire, mais c'est trop compliqué. Bien sûr, on peut. Alors, ça a un coût. La sécurité a un prix. Hein. Ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est pas qualitatif Ah non, c'est surtout à bas coût. C'est des produits qui sont à petit prix pour justement être concurrentiels et se vendre facilement. C'est un peu le problème de la batterie aujourd'hui, c'est que ça devient un produit extrêmement bon marché et plus il est bon marché, plus il est dangereux. Donc en gros, une batterie sécurisée ou en tout cas sur laquelle on réduit le risque vis-à-vis des utilisateurs, c'est une batterie qui va être un peu plus chère que ce qu'on peut trouver facilement sur le marché. Et comment concrètement on la sécurise, cette batterie? Enfin concrètement, non, j'allais dire, ne rentrons pas dans tous les détails, mais est-ce qu'il y a une façon simple pour sécuriser ces batteries et oui, qui pourrait être diffusée du coup on vient déjà provoquer artificiellement l'emballement thermique sur un accumulateur pour comprendre son phénomène, parce qu'il y a dans le lithium-ion, il y a différents types de chimie, il y a différentes familles de lithium-ion. Ça, c'est d'ailleurs un truc que tu fais, hein, Thomas, où tu vas soumettre les batteries à des stress différents à travers tes recherches pour voir un peu comment elles réagissent, c'est ça? En effet, on va simuler les types d'agressions. On parlait tout à l'heure des agressions mécaniques, des agressions thermiques, des agressions électriques, et on va essayer de bien caractériser quelles sont les conditions liées à ces agressions qui vont faire dégénérer la batterie, et puis bien comprendre également les processus de combustion et les impacts de ce processus de combustion avec le risque de propagation, d'effets dominos et la notion de toxicité de fumée dont on parlait tout à l'heure. Et une fois qu'on a compris ça, on peut justement adapter la sécurité qu'on va mettre autour. Disons qu'on comprend le phénomène auquel on fait face et qu'on doit maîtriser au travers d'un design. Bien souvent, c'est un mix mécanique et thermique. Et sinon, une alarme? Ça, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour? C'est effectivement une idée qui pourrait voir le jour sur les chargeurs. Pour dire, attention, je suis un peu chaud là, il faudrait couper la charge. Et puis peut-être mettre un petit buzzer pour alerter l'utilisateur. Vous discutez un peu tous les trois en dehors de ce podcast, justement pour vous dire comment on communique avec le grand public, comment on essaye d'agir pour sensibiliser le plus grand nombre sur ces questions-là? C'est tout l'objet du projet de recherche, de savoir du départ feu jusqu'à son extinction, quelles sont les conduites à tenir. Et qu'est-ce qu'on va communiquer au grand public pour qu'eux puissent adapter leur comportement. Les chargeurs, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression. Le chargeur adapté à la batterie, ouais. Le moment de la charge,
ne pas charger sans surveillance. Mais alors ça c'est un sujet parce qu'en même temps, les heures creuses, c'est pas en journée. Moi, ma voiture électrique, je la charge quand ? Alors je vous réponds en tant que sapeur-pompier, mais si vous la chargez la nuit, vous prenez un gros risque, c'est que personne ne la surveillera, votre voiture, et s'il y a un départ-feu, vous risquez d'être piégé dans votre maison. Par contre, ce qui existe depuis aujourd'hui et qui est obligatoire depuis 2015, c'est les détecteurs autonomes de fumée dans vos habitations, qui est déjà le premier élément qui va vous prévenir s'il y a de la fumée dans votre habitation, ce qui vous permettra, donc votre voiture peut-être brûlera, mais ça vous permettra d'évacuer et peut-être de sauver votre maison. Et ce qu'on voit aussi sur des batteries de train, des batteries d'avion, on a des... Parce que là, c'est un autre souci quand même. Parce que pour on est évacuer, sur c'est plus en fait, on est complexe. sur des technologies plus avancées et où on a des chargeurs intelligents qui communiquent avec la batterie et donc qui reçoivent une information de la batterie et qui remontent une alarme à l'utilisateur en disant attention, la batterie commence à être chaude. Il y a différents seuils d'alarme. Donc le pilote dans l'avion reçoit cette info Oui. et il en fait quoi ? Parce que bon, quand on est à plusieurs Si la batterie est mètres dans d'altitude. l'avion, ça veut dire qu'elle a été qualifiée selon la DO 311, qui est une norme qui demande à ce que quand une seule cellule part en thermal runaway, elle ne se propage pas aux autres. Donc Un c'est-à-dire emballement que thermique. la batterie est intrinsèquement sécurisée. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne met pas en danger l'avion. Et il y a suffisamment de batteries dans l'avion pour que l'avion puisse continuer à voler naturellement. Donc ça, c'est pas... Au niveau aéronautique, c'est très bien maîtrisé. Au niveau ferroviaire aussi, parce qu'il y a ce type de stratégie de sécurité qui est mise en œuvre. Mais c'est vrai que pour les batteries grand public, cette alarme n'existe pas. Donc on pourrait avoir quelques paliers d'alarme, peut-être une alarme sonore qui soit déclenchée pour que l'utilisateur soit, pourquoi pas réveillé, pour charger pendant les heures creuses, mais suffisamment forte et qui permettrait de détecter ça avant le capteur de fumée. Parce qu'effectivement, quand le capteur de fumée est en route, c'est plutôt Mathieu qu'on va appeler, effectivement. Oui, mais au moins, on aura sauvé peut-être pas la maison, mais des vies. Ah oui, non, ça ne veut pas dire que... Non, au contraire, L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on va terminer par ça. C'est quoi les grands enjeux pour la recherche ? Il y en a beaucoup. Benoît a parlé de l'optimisation de la chimie, de la sécurisation de la chimie, la notion d'électronique et de pilotage de la batterie. Et en lien avec ça, c'est bien comprendre justement les conditions qui peuvent amener à une dégradation de la batterie, de son fonctionnement et qui pourrait dégénérer vers un feu et un emballement thermique. Donc, il faut bien comprendre l'ensemble des phénomènes, dans quelles conditions ils arrivent et puis être capable de mettre en place les bons éléments pour éviter que ces phénomènes se produisent. Et puis également, c'est le faire connaître, diffuser l'information, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tous les gestes de prévention vis-à-vis du grand public et puis que ça puisse également légiférer avec une réglementation, avec des normes qui encadrent mieux. Benoît parlait par exemple des batteries qui pouvaient être importées, qui n'étaient pas de bonne qualité. Comment est-ce qu'on fait pour que l'ensemble des batteries subissent les bons tests, soient sécurisées, qu'on soit sûr des technologies que l'on importe ? On espère que le gouvernement écoutera ce podcast. En tout cas, merci à tous les trois, Mathieu Bertrand, Benoît Turbet et Thomas Rogaume de nous avoir éclairés sur les batteries lithium-ion. Vos travaux sont à retrouver sur le site de la Fondation Maïf. Enquête de prévention est un podcast de la Fondation Maïf, réalisé par René Prod. Nouvelle to-do list, 2 points à la ligne. Pensez à débrancher la montre connectée à la ligne. Vérifiez le chargeur de la voiture à la ligne. Appelez mamie pour son anniversaire.